listening to you right now. You're going to listen to me. Okay. And you're going to listen to me with a heart full of love, okay? Oh my God. Dans cette affaire, ce sont les appels qu'il a passés à sa femme qui ont permis de résoudre un double homicide. You and I are going to talk about 4 things for the rest of your time there. We're going to talk about the kids, we're going to talk about weather, we're going to talk about the fun things we've done together over the last 10 years, and we're going to have phone sex. Are you kidding me? Je l'ai entendu parler à sa femme et j'arrivais à percevoir le mal dans sa voix. I'm going to hang up. You're gonna get divorce papers in the mail. I love you. No, you don't. Écouter tous ces appels monotones, c'est un travail extrêmement laborieux. Et puis tout d'un coup, boum. This is my life in the balance, not yours. It's my life. No, it is not your life in the balance. Are they gonna stick a needle in your arm and kill you? Bordel. Je n'aurais jamais imaginé qu'il dirait ça. You are receiving a call from an inmate. This call will be recorded. Un technicien de maintenance avait dû intervenir pour couper le réseau d'eau de la rue. Et il a remarqué une odeur putride. Il a vu qu'il y avait des mouches à l'intérieur d'une maison. Une patrouille de police a donc essayé de savoir qui habitait là et s'il y avait quelqu'un dans la maison à ce moment-là. Quand je suis arrivé sur place, je pouvais sentir l'odeur des cadavres depuis l'autre bout de l'allée. Je suis entré dans la maison et j'ai vu ce qui s'apparentait au corps d'une jeune femme. Elle était dans les escaliers. Entre la cuisine et le salon, nous avons trouvé un autre corps, celui d'un homme, en état de décomposition. Il avait un trou à l'arrière de la tête qui ressemblait à un impact de balle. Puis lorsqu'on a voulu déplacer le corps de la femme, on a vu qu'elle aussi avait reçu une balle dans la tête. Hormis les dégâts de la scène de crime en elle-même, c'était une maison de quartier pavillonnaire très bien entretenue. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Ça pouvait être une affaire de violence intrafamiliale ou un meurtre suicidaire. Pour l'homme, le point d'entrée était vraiment à l'arrière de la tête. Et je n'avais jamais été confronté à un suicide où on n'avait pas retrouvé l'arme à feu sur les lieux. C'était un véritable mystère. En effet, aucun témoin n'avait fait état de quoi que ce soit d'inhabituel à la police. À ce stade de l'enquête, on ignorait encore depuis combien de temps les victimes étaient décédées. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont remarqué un mot sur la porte qui disait que Melinda, qui habitait là, devait rappeler sa sœur Heather. Cette Heather n'avait pas eu de nouvelles de sa sœur depuis une quinzaine de jours. Un des officiers présents sur place a donc appelé Heather. Il nous a dit que Melinda Cotkins et Tony Cooper habitaient dans cette maison. Ce qu'il y a de plus dur dans ce métier, c'est de parler à la famille. Les officiers de police s'entraînent principalement sur tout ce qui est technique de défense ou ce genre de choses, mais on n'est pas beaucoup formé à gérer les émotions. Et on est humain. Ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit fort et qu'on puisse rendre justice à leur famille. Mais d'un autre côté, ça nous touche. Le 6 août 2008, ma nièce Josie nous a appelés. Elle nous a annoncé que la police avait découvert les corps de Melinda et Tony, qui s'étaient tous les deux fait tirer dessus. C'était dur parce qu'on était complètement dans le déni. Rien de tout ça ne semblait réel. La mort de notre sœur Melinda a été vraiment difficile à accepter pour toute la famille. On n'a pas eu le droit d'entrer dans la maison. D'après la police, les corps étaient méconnaissables. Je ne savais pas quoi penser. J'étais en état de choc, et je le suis toujours. Quand
Quand on rencontrait Melinda pour la première fois, on était tout de suite frappé par sa beauté. Je crois que le mannequinat est arrivé assez naturellement dans sa vie, parce que tout le monde voulait avoir la chance de saisir cette beauté. Mais ce que j'aimais le plus chez elle, c'était son énergie. Elle était rayonnante. Melinda avait une personnalité intrépide. Elle était lumineuse et pétillante. Elle savait toujours s'amuser. Elle était très sociable, extravertie, rien ne pouvait l'arrêter. Elle n'avait peur de rien, vraiment de rien. Melinda a fait la connaissance de Tony par des amis au lycée. Je crois qu'elle avait environ 15 ans à l'époque. Je comprends ce qui l'attirait chez lui. Il était magnétique. Il avait beaucoup d'humour. Il était intelligent et plein d'esprit. On pouvait facilement discuter avec lui. Quand Melinda et Tony ont commencé à sortir ensemble, elle avait l'air vraiment contente. Je pense qu'elle devait trouver ça plutôt excitant aussi, qu'il soit un peu plus vieux qu'elle. Elle trouvait ça cool. À cette époque, ses parents étaient en pleine séparation. Son père avait déménagé avec les enfants et était parti vivre à Oregon City. Melinda sortait maintenant avec Tony et ils avaient décidé de prendre un appartement ensemble. Elle a donc emménagé avec lui. Ça m'a tout de suite stressée parce qu'elle m'avait dit qu'il vendait de l'herbe. Tous ceux qui travaillaient à ce poste de police depuis un petit moment savaient qui était Tony Cooper et avaient eu affaire à lui. Plus le temps passait, plus il s'enfonçait dans la vente de toutes sortes de substances. Je n'étais pas ravie de savoir que ma cousine vivait avec un dealer. Mais quand on connaissait Melinda, on savait que ça ne servait à rien d'essayer de la convaincre. Elle aimait vraiment Tony. On a appris qu'il faisait transiter pas mal d'oxycodone, un médicament de la famille des opioïdes. Par ailleurs, il avait été incarcéré pendant 30 jours pour violation de conditionnel et avait été libéré le 24 juillet. On en a donc déduit que le crime avait eu lieu dans un laps de temps de 15 jours jusqu'à la découverte des corps. On s'est tout de suite dit que c'était une histoire de trafic de drogue qui avait dégénéré. Mais il fallait qu'on parle à la famille pour essayer de comprendre qui fréquentait les victimes et si quelqu'un avait voulu se venger. Plusieurs de nos enquêteurs ont interrogé des membres de la famille. On voulait savoir qui connaissait Melinda et Tony et s'ils avaient été en froid avec quelqu'un. On devait déterminer si cette affaire était en lien avec les activités de Tony ou s'il s'agissait plutôt d'un problème d'ordre personnel qu'il avait eu. Tony avait beaucoup d'ennemis et la police l'avait en permanence dans le viseur. Je lui avais dit qu'il ferait mieux de faire son trafic de drogue loin de son domicile, mais il ne m'a pas écouté. Ron nous a bien fait comprendre que Tony ne lui inspirait pas confiance. Il n'approuvait pas du tout ce qu'il faisait. Mais quand on a un enfant déjà adulte, il n'y a pas grand-chose à faire. This is Detective Keith Cravey, Multnomah County Sheriff's Office. Today's date is August the 6th, 2008. Present with me is Naomi Kotkins. Nous avons appris que Naomi était la cousine de Melinda Kotkins. C'était aussi sa meilleure amie, pour ainsi dire. Melinda's sister Jackie called you yesterday? Yeah. Go ahead. Oh, she just called me yesterday, asking if I'd heard from Melinda. It's been about 2.5 weeks since anybody had talked to her. Is it unusual for Melinda not to stay in touch with family? I mean, we don't talk to her on a daily basis, but usually someone's spoken with her within the last few days. Je me souviens que lors de l'interrogatoire de la police, l'officier m'a demandé si j'avais une idée de qui avait pu faire ça. There was a guy, John, I think was his name, and he lived with Tony, and him and Tony were not on good terms. Is there any other information that would help us in the right direction? Melinda used to work with Sam. Sam and Tony Cooper did business together? Yeah.
met Sam a couple times. He gave me a ride once to go meet Melinda at a bar downtown because Melinda didn't drive. He supposedly took care of Melinda when Tony was out of town or when Tony was in jail. The best thing that I can advise you guys is try to find people that Tony was associated with. Hi. I was going to say, I oppose the idea of getting tattooed on my hand, okay? No, I want a ring on your hand. I don't want it on my hand because it will get in the way of my modeling and stuff. Tony et Melinda s'étaient mariés un mois auparavant, à l'occasion d'un voyage à Las Vegas. Un peu plus tard, au cours de ce même mois, Tony était incarcéré. Donc presque tout le temps où ils étaient mariés, il était en prison. I love you. Quand on a su que Tony avait été incarcéré pendant cette période, on a récupéré et écouté les appels passés depuis la prison. Dollface. You're the best. Goodbye, wife. Goodbye. Say husband. You have 15 seconds left to talk. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà été confronté à des conversations téléphoniques où on entend les deux victimes. Quand on écoute ça, on ressent de la tristesse de savoir que ces personnes ne parleront plus jamais. All right, I love you. I love you too. Bye. Bye. You have a collect call from Pick up the damn phone. Multnomah County Jail. This call may be monitored or recorded. Go ahead with your call. Pick up the damn phone. Fucking Johnny. The one who blew my hand off? Texted Melinda. Really? Yeah, no shit. He owes you, doesn't he? Yeah, he owes me like $2,400. Oh, yeah, no problem, dude. He can't be doing that kind of shit. Yeah. En écoutant les enregistrements, nous avons appris que Tony était en froid avec John Harris. Tony avait habité dans le comté de Clackamas un an auparavant avec Melinda et leur colocataire John Harris. Tony et lui se connaissaient depuis l'école. Une nuit, quelqu'un est entré par effraction dans la maison. Des individus masqués ont fait irruption dans la maison, armes à la main, et ont demandé de la drogue. Tony et John sont allés chercher un fusil de chasse et ils ont échangé des tirs avec les malfaiteurs. Et, sans trop savoir comment, Tony s'est retrouvé juste devant le canon du fusil. C'est comme ça qu'il a perdu 3 doigts à cause d'une balle tirée par John Harris. C'était comme si mon pire cauchemar se réalisait. Melinda était tenue en joue au beau milieu de la nuit. Tony fréquentait des personnes assez dangereuses. C'est à ce moment-là que je lui ai demandé d'aller faire ses petites activités à un autre endroit. Tony faisait pousser de la marijuana. Tony Cooper et John Harris avaient tous les deux été inculpés pour leur plantation. Mais Tony, sans le dire à John, avait passé un accord avec le bureau du procureur. Tony a dénoncé John Harris et il a rejeté toute la faute sur lui pour ce qui était de la drogue et des incidents liés à ça. John était donc un individu qui en voulait suffisamment à Tony pour qu'on se penche sur lui de plus près. So what are you doing on the 24th when Tony got out? I don't know. I mean, it'd be hard for me to probably can't really remember. I mean, it's just like thinking about it right now. I don't even know what day of the week that was. Okay, and I'm going to change directions on you just a little bit here. We're looking at Melinda's phone and lots of text messages back and forth between the two of you. Yeah. So what's going on there? Well, I guess, I mean, I would think that we both kind of cared about each other, and, you know, I understand her situation, and I understand, you know, that she wanted to be loyal to Tony, but at the same time, you know, we had this kind of attraction.
Pendant que Tony était en prison, John avait eu une liaison amoureuse avec Melinda. Il avait créé un triangle amoureux entre John, Tony et Melinda. Je connais John par le biais de Melinda. Je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Pour moi, Melinda avait des goûts discutables en termes d'homme. Well, he was, like on the 12th and 13th or something. You stay the night? No, I left there, like almost immediately after. Pour ce qui est de John Harris, on avait la sensation qu'il était honnête, mais il n'avait pas vraiment d'alibi solide. On lui a donc demandé s'il voulait bien procéder à un prélèvement ADN. Quand on a demandé à John Harris s'il avait la moindre idée de qui avait pu commettre ce crime, il nous a parlé d'un homme du nom de Sam Cole. La famille de Melinda avait aussi parlé de Sam. Tony had all these instances with people that owed him money, and him trying to collect on them. He has always used people like that guy Sam to intimidate them to pay him payments. Sam Cole fréquentait souvent Melinda, et John pensait qu'il était très intéressé par elle d'un point de vue amoureux. Un de mes souvenirs préférés avec ma sœur Melinda, c'est quand elle nous emmenait au bowling avec son ami Sam. Elle essayait d'apprendre à ma sœur Andrea à lancer les boules. J'ai rencontré Sam par le biais de Melinda. C'est un homme très imposant. Quand Tony n'était pas là, il passait du temps avec elle, il lui donnait de l'argent, il l'emmenait manger quelque part. Je pense que Sam avait probablement des sentiments pour Melinda. Et ça me faisait peur. Melinda était vraiment une bonne personne. Elle était sensible à la façon dont elle traitait les gens, mais elle ne savait pas bien choisir les hommes qui l'entouraient. Nous avons convoqué Sam Cole au poste pour l'interroger. Okay, I'm Detective Sanders. Present with me is Detective Faith and Sam Cole. Okay, Sam. I've been listening to some jail conversations that Tony was making home. And I really, now you told me you talked to Tony on the phone? Yeah, I talked to Tony on the phone. He was supposed to call me the day he got out. Got out. Didn't call you. He never, and I figured, and I couldn't get a hold of Melinda that day either. And all your calls to her were going to voicemail? Every single time. And that was you texting that right after that then? Did you call and text? I would usually text her. I mean, I did. I texted me and Melinda were good friends, so I'd call her if I couldn't get a hold of her. Hey, call me back when you get this, Okay. Je pense que Sam Cole était fou amoureux de Melinda Hopkins. Une partie de ce qu'on voulait savoir sur lui, c'était s'il avait fini par perdre les pédales un jour à cause de ses sentiments pour elle. Pendant l'interrogatoire de Sam Cole, on lui a posé des questions sur les amis de Tony, sur ses associés, et Sam a répondu qu'il ne les connaissait pas vraiment. Il a dit que quand il n'avait pas réussi à joindre Tony et Melinda, il avait contacté un certain James. When you talk to James over the weekend, he tells you what? He just said, well, let me know if you hear from him. Tell you where he is? Where's he at, James? Oh, I have no idea where James is. On trouvait que Sam restait un peu évasif dans ses réponses. Alors on lui a demandé de passer au détecteur de mensonges. Les interrogatoires au détecteur de mensonges se font sur la base du volontariat, et c'est précisé aux personnes auditionnées. C'est une opportunité pour elles de prouver qu'elles disent la vérité. Et il peut y avoir des retours de flamme. No, I don't. Well, I mean, you guys talked to me a couple weeks ago, but... Yeah, Sanders probably talked to you in regards to what this was about. He said you guys were going to ask me some questions about directly related to the homicides. Right.
Me and Melinda were close friends, but was there any real threats that you were worried about that something was going on? Anything Melinda said to you that, hey, this might be an issue? Okay, all right. Now, do you know what day they died? I don't. Okay, so you're not aware of that. Okay. Well, I have a feeling it was the day Tony got out of jail. Okay, here we go. This test is about to begin. Do your friends call you Sam? Yes. Between the ages of 16 and 23, have you ever threatened anyone with physical harm? No. Were you present when Tony and Melinda died? No. De ce passage au détecteur de mensonges, nous n'avons obtenu aucun résultat concluant. L'interrogatoire de Sam n'avait donc mené à rien. It's not abnormal for me to want my wife to not go out with other men. Okay? I wasn't going out, dude. I fucking wasn't. No, but you have while I've been in here. You didn't work yesterday. Yes, I did work How yesterday. much? 5 hours, dude, and I was hungry after we got done. And I'm not talking about that, though. I'm talking about you going out with Sam and getting drunk at fucking Main Street. I don't want you doing it. That was like a fucking month ago, dude. Yeah, well, it reminded me of that. I don't want you doing that stuff, so you promise me you won't? I already told you I wouldn't. Hey, I need to quit coming around my fucking house, dude. Oh, yeah? Yeah, it's kind of irritating me. I don't know what his business is there, you know what I'm saying? Yeah. You don't think anything's going on, do you? No, I really don't. I hope not, dude. That'd fucking break my fucking heart. L'enquête avançait et on a commencé à comprendre qu'il était probable que Melinda et Tony aient été tués presque immédiatement après sa sortie de prison. On avait donc des raisons d'espérer qu'en écoutant ses appels téléphoniques, on pourrait savoir avec qui il était en conflit. Je ne connaissais pas vraiment Sam. Il m'intimidait beaucoup. Ma première crainte, c'était que Melinda ait donné sa confiance à la mauvaise personne. Puisque les résultats de l'interrogatoire au détecteur de mensonges n'avaient pas été concluants, on ne pouvait pas retirer Sam de la liste des suspects. Mais pour autant, on n'avait aucune preuve formelle contre lui, donc il a été relâché. À ce stade de l'enquête, il y avait encore beaucoup de personnes à interroger. L'enquête poursuivait son cours, et le nom de ce certain James revenait sans cesse. Grâce à l'enregistrement d'un appel passé en détention, on savait que James Tooley était passé chercher Tony Cooper à la sortie de la prison du centre-ville de Portland. God, I can't fucking wait to get out of here, dude. This is driving me insane. You're right there, dude. And just remember, bring my prescription. Got it already. That way I'm looking to have a good time, no matter what. You don't necessarily have to pick Melinda up, I guess, but I'd like to have her there. No problem, dude. I'll be there. With her? If I have time to get her, I will, yeah. You have 1 minute left to talk. All right, bro. I'll call you tomorrow sometime. Sounds good, man. Bye. Sleep well. La dernière fois que j'ai vu Tony, c'était le 24 juillet. Son ami James était venu le chercher à la sortie de la prison. Puis, il est passé au salon de mon père pour se faire couper les cheveux. Il est venu à la boutique avec James Tooley. Je lui coupais les cheveux et il n'arrêtait pas d'essayer de joindre Melinda sur son téléphone. Tony ne lui avait pas parlé depuis qu'il était sorti de prison. Alors il est passé à son lieu de travail. On le voit entrer dans le magasin sur des images de vidéosurveillance. Mais elle n'était pas là. À ce moment-là, James devait avoir redéposé Tony chez lui. On savait qu'on devait s'entretenir avec ce James Tooley. Le 6 août, on s'est donc rendu à son domicile et on l'a emmené au poste de police de Canby. How long have you known Tony? I've known Tony for about 6 months. About 6 months? Yeah. And what's your relationship with him? Friends, good friends. I would help him. He had a bunch of IKEA furniture. I put together probably every piece of furniture in that house. And they were married, right? They had just gotten married. So
I think I married in Vegas. Must have been about 6 weeks or 8 weeks ago. James nous a dit que les problèmes de Tony ont commencé quand ils sont partis à Las Vegas pour se marier, au début du mois de juin. James les a rejoints un peu plus tard, après avoir été invité par Tony. Tony s'était lié d'amitié avec des gros trafiquants de drogue. Those people scare me to death. When you say those people, The Las Vegas people. okay. Terrify me. Tony avait rendez-vous avec des gens sur place qui le présenteraient à des trafiquants avec qui il pourrait se mettre au trafic de cocaïne. You know, I have a limit. I can give him rides places, I can help him out around the house, I can do things like that, but I just can't. I'm an old father too. I'm not interested in getting, carried away with things. Mais on avait des enregistrements de conversations téléphoniques entre James Tooley et Tony Cooper. On savait qu'il ne nous disait pas tout. Okay, on another note, we're talking about your commission from these Ruskies. I want to make it clear, you don't get commission from people. That comes from me. Right. But I mean, you're just handling it as a, you know what I'm saying? Yeah, it's not a commission. It's just something I'm only doing to help you out in your current situation. I understand. Okay. James Tooley était bien plus impliqué dans les activités de Tony qu'il ne l'avait prétendu depuis le début. Cependant, aucune information ne nous permettait de présumer qu'il soit un potentiel suspect. Les enquêteurs ont demandé à James s'il connaissait quelqu'un qui était en conflit avec Tony et Melinda. There is a guy named Justin that had been leaving messages on Melinda's phone, and he was very irate about more money that Tony owed him. Quand son interrogatoire s'est terminé, on lui a demandé si on pouvait lui faire un prélèvement ADN, et on l'a relâché. Ensuite, en parcourant les données téléphoniques qu'on avait, on a retrouvé un message vocal laissé par Justin Williams, dans lequel il est loin d'être courtois. You borrowed my fucking money, dude. You need to pay the shit back. Don't fuck with me, Tony. I ain't never fucked with you, bro. I ain't your bitch, dude. I want my fucking money and that's it, dude. You can go do whatever the fuck you want. So quit being a little fucking punk ass. Pick up your fucking phone, dude. You live right in the middle of Gresham. Let's keep the fucking shit straight. Je ne connaissais pas du tout ce Justin Williams. Je savais juste que c'était un autre potentiel suspect. Je n'étais pas au courant que Melinda avait reçu des messages de menaces. Tony Cooper avait emprunté de l'argent à Justin Williams, qui voulait maintenant le récupérer. Your detective said you had a voicemail from me to Tony. Me pissed off. Yeah. Okay. Well, Tony called me from jail. Okay. You know, and said, "Hey, man, I'm sorry. I didn't forget about you. I'm in jail. I'll call you when I get out." It's pretty sad that you're coming at me because, not to get all TV on you, but I've watched the first 48 hours. You guys should have had this bad boy solved by now. And if you're talking to me, I know you're a long ways from it. Okay. Well, what do you know about the case then? Who's he running with in town right now? Who are his associates? I know nothing. I'd met his friend James. I'd look at James for sure. He knows too much. Guy always came off a little fishy to me. Tout ce qu'on a réellement appris de l'interrogatoire de Justin, hormis le fait qu'il est assez parano, c'est qu'on devait continuer d'enquêter sur James. On a donc fait revenir James Tooley pour un interrogatoire. Quand on s'est rendu chez lui pour le convoquer, il était avec un jeune homme du nom de Zach Dolan. On les a interrogés séparément. Lors de son deuxième interrogatoire, James a avoué qu'il avait vu Melinda le dernier soir avant qu'il ne passe chercher Tony à la sortie de la prison. C'était un élément nouveau. Why didn't you tell me about that? They just never even entered my mind. Zach had to drive me over there, drop me off, and he had to pick me back up and bring me back over there. Does Zach know anything else about what's going on? No.
Pendant que James Tooley était interrogé, on s'entretenait avec Zach Dolan. What do you know about why we're here? As far as I know, what happened over at Tony's house. What'd you hear? Someone getting murdered there. Did you and James talk about any of that stuff? I brought it up to him. And what he said? He was shocked. He didn't know. L'impression que j'ai eue de Zach, c'est que James était comme un grand frère pour lui, une figure paternelle. Il traînait souvent avec James et faisait tout ce qu'il voulait faire. James nous a dit qu'il avait déposé un sac à dos rempli de $22 000 en espèces à Melinda Cotkins. Who knew you were taking money over there? Outside of us, I have no idea. It was Tony has told. Where'd you leave the backpack? In Melinda's hands. Did you see where she put it? No. Un peu plus tard, Zach est passé prendre James Tooley qui était à une épicerie près de la maison. Sur la vidéo, on voit James avec un sac à dos plein. C'est un élément important dans l'enquête, parce que James nous avait spécifiquement dit qu'il avait déposé le sac à Melinda. James me mentait donc effrontément. À ce stade, nous n'avions pas encore assez d'éléments incriminants pour pouvoir procéder à l'interpellation de James Tooley. Mais nous avons continué d'enquêter sur lui et de le surveiller. Puis l'enquête a pris un tournant décisif, grâce à une caméra de surveillance qui avait été cachée à l'extérieur de la scène de crime par la police, dans le cadre d'une investigation sur une affaire de trafic de drogue. Elle avait été placée là après les deux meurtres, mais avant que les officiers de police ne découvrent les corps. Après que Melinda et Tony ont été tués, on voit sur la vidéo, sans savoir combien de temps après exactement, un homme grand et maigre qui entre dans la maison dans un premier temps et qui en ressort peu de temps après. L'homme dont il est question, c'est James Tooley. When's the last day you're over at the house? Wednesday. And you haven't been back there since then? I went back there like last Wednesday. I stopped by and rang the doorbell, beat on the door, and then got in the truck and took off. On a fait revenir James Tooley pour un autre interrogatoire. C'est à cette occasion qu'on lui a dit qu'on savait qu'il ne s'était pas contenté de toquer à la porte et de partir. Et que lors du premier interrogatoire, il ne nous avait pas dit la vérité. I know this is tough to talk about. Man, I really do. I know this is not easy, okay? But like I told you, these are things that you gotta tell me, okay? This is important. Tell me what you saw when you went inside the residence. I saw Tony laying on the floor. Tell me what you saw. That's what I saw. I understand that. Just I saw him laying, I could tell, I think he was laying face down on the floor. And I was... Did you check to see, because the friends are friends. I mean, you're going to sit there and say, you know what, he's on the ground, either he's not breathing, go over there and check and make sure he's okay. I didn't go near him. Why didn't you go near him? No, I mean, this is your friend. Because of what I saw. I mean, he's black, his legs are bruised, like Did you think he was alive at this point? No. Are you sure? Yeah, I'm positive about that. Literally all I see in the room. I come in, I turn around, I see that, and I stand there and I can't. I start to not be able to breathe. And I went back outside. And I panicked. And I ran. Mais ça n'est pas du tout ce que montre la vidéo. Sur un ordinateur portable, on lui a montré la vidéo où il entre dans la maison. Puis on lui a montré le moment où il en sort. Alors on lui a demandé s'il trouvait que ça ressemblait à quelqu'un qui se dépêche. De toute évidence, il n'était pas du tout en train de paniquer. Il n'a pas appelé la police. Il n'a prévenu personne. C'est à ce moment de l'interrogatoire qu'il a commencé à se laisser envahir. Je pense que dans sa tête, il savait qu'il s'était fait attraper. That's our break, James. We got our break. The only thing from here is, what do you do with it? I don't know what to do. Make the right choice. Tell us what really went on.
That's what you do. Tell us your side. I'm telling you, you were caught. Hook, line, and sinker, you're done. I don't even know what else to do. I don't even know what else to say. I guess I get an attorney and go from there. Il a pris un avocat. On savait qu'à ce stade, on n'avait pas assez de preuves pour pouvoir entamer des poursuites contre lui et les mener à bien. On exerçait une pression importante sur James, et il commençait à plier. Il fallait juste qu'on atteigne son point de rupture. Ce que je voulais le plus savoir, c'était s'il y avait du sang sur les vêtements de James Tooley. Parce que je pense que quand on tire sur quelqu'un d'aussi près, dans le but de l'exécuter, il y a forcément quelque chose. Grâce aux vidéos prises par les caméras de surveillance de l'épicerie, on savait exactement ce qu'il avait porté. On a donc essayé de retrouver les vêtements, la veste en cuir et le sac à dos, mais les recherches entreprises à son domicile n'ont rien donné. James Tooley avait déclaré qu'après avoir déposé Tony Cooper chez lui, il avait directement conduit jusqu'au littoral, toujours dans l'Oregon, pour aller camper avec sa famille. En réalité, nous avons déterminé que James n'avait pas pu se rendre directement sur la côte, puisque lui et son ami Zach Dolan sont allés dans un grand magasin où ils ont dépensé environ $400 pour acheter une tenue complète à James Tooley. On savait qu'il fallait qu'on trouve une brèche et qu'on la trouverait par le biais de Zach Dolan. Il y avait de grandes chances que Zach connaisse l'emplacement de l'arme du crime et des vêtements de James Tooley. On avait placé sous surveillance le véhicule de Zach Dolan, mais impossible de le localiser. Puis on a reçu un appel d'un policier qui nous a dit que Zach Dolan avait eu un accident de voiture et qu'il était mort. On avait probablement perdu cet élément de preuve. Pour toujours. Mais on savait qu'on finirait par trouver quelque chose. Le 3 mars 2009, le cousin de James Tooley, Jesse Smith, est venu au poste de police. Okay, I'm Detective Sanders, Gresham Police. Present with me is Jesse Randall Smith. Want me to start at the beginning? Sure. We've known each other our whole lives. And I asked James what was up. And he goes, like, I'm in a Kingpin, Oregon, and I want you to be my right-hand man. And I declined the offer and told him that it's not really my bag. He didn't go into any details how he did it, but he told me I killed Tony and his girl. Trois jours plus tard, le 6 mars 2009, James Tooley a finalement été arrêté par la police pour les meurtres de Tony Cooper et Melinda Cotkins. Après l'arrestation et l'inculpation de James Tooley pour double homicide, les enquêteurs ont commencé à écouter les appels qu'il passait en prison. Okay, you're going to leave it in a manila envelope and do cash, no check, because we can't have a paper trail. What you're going to do is you're going to take it up to Good Samaritan Hospital. Okay. 3 Northwest. It's a giant brick hospital. You can drop it off anytime tomorrow. She doesn't work till 7 I won't be there tomorrow. I have no ability to do anything tomorrow. You're kidding me. I told you that earlier. James Tooley était désespéré. Il savait que les preuves contre lui s'amassaient. Il a appelé sa femme et il lui a demandé de déposer de l'argent pour payer la caution et ainsi faire libérer un autre détenu. You have to understand something. Well, what do I have to understand? When did you think that you just get to control everything and the rest of us are fucked? When did that happen? Because last time I checked, it was my back that paid for all that. And I asked for one simple, tiny little thing. I will certainly try. I will do what I can do. Ils étaient vraiment pauvres, vous savez.
Alors quand on a appris que James avait forcé sa femme, Melissa, à verser $2500 à une autre femme pour qu'elle puisse faire sortir son fils de prison, c'est vrai qu'on était très curieux de savoir pourquoi il faisait tout ça. Et comme par hasard, voilà que le fils de la dame qui a reçu l'argent se déplace jusqu'au bureau du procureur pour s'entretenir avec le procureur et moi-même. When did you first meet James Tooley? When I came out of Unit 17, at first we just started playing pinochle. And as we became friends, we started working out and hanging out. He offered to bail me out under certain circumstances. Then I go make sure one of his witnesses doesn't testify. Do you remember the name of the witness that he didn't want to testify? I recall Jesse Randall. Jesse Smith, c'est Jesse Randall Smith, le cousin de James Tooley. What was he laying out as far as what he would do for you if you got Jesse not to testify? We hadn't worked out a specific figure, but I was to make sure by any means necessary, make sure he didn't testify. If you have to off the guy, you know, make sure he doesn't testify. On a fait écouter ses appels téléphoniques à la cour lors du procès, pour que le jury sache qu'il avait demandé à un codétenu de tuer son propre cousin. Même aujourd'hui, quand j'entends ça, je trouve ça glaçant. James ne nous a jamais raconté toute l'histoire. Il n'a jamais détaillé ce qu'il s'était passé. On pense qu'il était bien avec Melinda la veille du jour où il est allé chercher Tony à sa sortie de prison. Mais au lieu de donner l'argent à Melinda, elle a vu l'arme de James. Elle a commencé à monter les escaliers, mais il lui a tiré dessus. De ce que nous a déclaré James, on sait qu'il a ramené Tony en voiture jusqu'à chez lui. Melinda était déjà morte. Donc je pense que c'est là qu'il a tiré sur Tony et l'a tué à son tour. James voulait vraiment prendre la place de Tony, et il voulait même être plus important que lui. Il voulait tuer Tony pour se débarrasser de lui. James Tooley a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre et complot d'assassinat. Il a été déclaré coupable de toutes ces accusations et a été condamné à 2 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité, auxquelles s'ajoutent 10 ans de prison pour avoir voulu commanditer un meurtre. Le juge voulait s'assurer que James Tooley ne sortirait jamais de prison. Malgré tout ce que je pouvais penser de Tony Cooper, je crois que personne ne mérite de mourir de cette façon. Je peux comprendre que quelqu'un ait fait du mal à Tony, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Si quelqu'un voulait se venger sur Tony, pourquoi se venger aussi sur Melinda? Ça, je ne l'ai jamais compris. Melinda est partie beaucoup trop tôt. Je voudrais qu'elle soit là pour lui parler et la prendre dans mes bras. Je pense que toute ma vie, je vais me demander pourquoi une telle chose est arrivée. Melinda était trop jeune. Je pensais que ça allait durer 1 an ou 2, puis qu'elle se rendrait compte avec l'âge qu'il n'était pas celui qu'il lui fallait. Ça ne s'est pas passé comme ça. Juste avant son décès, elle s'était mise au jardinage. Elle avait planté un tournesol devant sa maison. Elle n'a pas eu la chance de le voir pousser. Mais un jour, on est passé devant la maison et il avait éclos.